Les minutes qui changent le monde s'accompagnent souvent du fracas des armes, du bruit et de la fureur. Il est cependant d'autres minutes pour changer le monde. Celles-là silencieuses, sans publicité, qui prennent place dans le dialogue d'un homme avec l'inconnu. La découverte est discrète si l'histoire est bruyante. 1665. Louis XIV envahit la Flandre. L'Angleterre et les Pays-Bas se battent sur mer. Mais à Delft, en Hollande, un homme appelé Leeuwenhoek voit pour la première fois, sous le microscope sommaire qu'il a fabriqué, la vie intense qui se cache dans une goutte d'eau. « 1796. Un jeune officier du nom de Bonaparte attire l'attention sur lui. Cependant, quelque part dans la campagne anglaise, un médecin nommé Jenner fait le premier essai d'inoculation contre la variole. 1860. Le nord et le sud des États-Unis sont en guerre, mais dans le même temps, Pasteur donne son essor à une nouvelle science, la bactériologie. 1881. Les guerres coloniales. Mais Robert Koch identifie le bacille de la tuberculose. 1914, la Grande Guerre. Mais en marge de la guerre, des savants tels que Roux, Calmette, Metchnikoff continuent la lutte contre les maladies infectieuses. Chaque jour, des morts, des blessés. Quelques hommes s'efforcent d'atténuer les souffrances, de défendre les droits de la vie. Un parmi ces hommes, il s'appelle Alexander Fleming. C'est un Écossais. Il est attaché à l'hôpital militaire de Boulogne-sur-Mer. Bactériologiste, il a ici son laboratoire. Mais la guerre vient souvent l'y chercher. We don't need any communiques. We know what's going on up there. Fleming est un habile praticien. On le réclame presque chaque jour dans une des baraques pour une transfusion de sang urgente. Oh, good morning. We're ready for you. Right. You couldn't have got much sleep last night. Oh, I got a few hours. Where was he hit? Abdomen, both thighs. Grenade shrapnel. He's lost a lot of blood. Sur ces lits, des hommes, des visages que la souffrance rend pareils les uns aux autres. Parfois, à son accent, Fleming reconnaît un compatriote, un Écossais. Quand l'homme sait que le doc est écossais, lui aussi, il a tout de suite une confiance encore plus grande. Une confiance que le médecin voudrait bien toujours avoir. L'homme de science connaît son impuissance devant certains cas. Now, you lie still. Relax your muscles. What's your name? Eddie Morton. Well, Martin, we'll soon have you back in Scotland. I like that. Dans les jours qui suivent, l'état du blessé empire. Il y a des ennemis que le médecin ne sait pas ou ne sait guère combattre. Ils s'appellent septicémie, tétanos, gangrène. Ah, you'll be all right. You'll soon be back in Glasgow. Gangrène. Un mot qui signifie souvent amputation. Et qui dit amputation? Dans cette guerre, les microbes font autant de victimes que les armes. Ils prolifèrent dans les chairs déchirées et souillées. Ils ont beau jeu pour attaquer des organismes affaiblis.
Les bactéries infectieuses et les moyens qu'on a pour les combattre, ça a été le sujet choisi par Fleming pour sa thèse. Mieux qu'un autre, il sait que les moyens donnés aux médecins pour lutter contre l'infection sont limités ou peu efficaces. Le meilleur de ces moyens, c'est encore la résistance de l'organisme. Nurse, What? what about Martin? Has he had the operation? Yes. Une fois de plus, les microbes ont gagné. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir seconder les défenses naturelles de l'organisme. Il faudrait autre chose que les antiseptiques inopérants, ou parfois néfastes. Quelque chose pour détruire les microbes sur leur terrain, dans le sang, dans les cellules. Quelque chose, mais quoi? 1918, l'armistice. Londres, un quartier populaire, Paddington. Un grand bâtiment laid, l'hôpital Sainte-Marie. Un bâtiment que Flem connaît bien. Il y était étudiant, il y a pris ses grades de médecin. Maintenant, il y a son laboratoire, un service de bactériologie, oh, très modeste. C'est une pièce étroite, sommairement aménagée. Les fenêtres ouvrent sur une rue bruyante. Les outils du bactériologiste sont simples. Des tubes à essai dans lesquels les microbes sont cultivés. Des boîtes où les cultures sont faites à sec sur de la gélose. L'incubateur. Le microscope. Mais surtout, l'œil et la réflexion du chercheur. On est en 1922. Qui entre à l'improviste dans son laboratoire peut voir Fleming se livrer à de curieuses opérations. Se faire couler du jus de citron dans l'œil, par exemple. Pourquoi? Pour se tirer des larmes des yeux. Il a découvert que les larmes ont un étonnant pouvoir. Le moyen de lutte contre l'infection qu'il cherchait, la nature l'avait déjà trouvé. Dans les tissus, dans les sécrétions, il y a une substance qui tue les microbes. Son rôle est de défendre les organes les plus exposés. Aussi est-elle abondante dans les larmes, dans le mucus nasal. Fleming baptise cette substance lysozyme. Certains microbes sont extrêmement sensibles à l'action du lysozyme. Ce ne sont pas, hélas, les plus dangereux. Tout se passe comme si ceux-là étaient à la longue devenus plus forts que le lysozyme. Si l'on pouvait renforcer le pouvoir de cette substance, en augmenter la teneur dans le sang, peut-être pourrait-on alors annihiler les bactéries infectieuses, comme cette larme dilue une émulsion microbienne anodine. Dans le blanc d'œuf, le lysozyme est en abondance. Fleming tente d'injecter du blanc d'œuf en dilution dans le sang humain. Est-ce la bonne voie? Pas encore, mais ce sont quelques pas de plus. 1928. Que se passe-t-il dans le monde? Le Premier ministre anglais, Austen Chamberlain, a fait un discours aux communes. À Genève, la Société des Nations poursuit son débat sur le désarmement. Ici, toujours le même débat, la lutte contre les microbes. Fleming vient encore de dresser et de publier l'inventaire des moyens dont le médecin dispose contre les infections. Il n'y a dans l'état présent des recherches que peu de chances de produire un antiseptique général pouvant tuer les microbes dans le flux sanguin. Mais on peut espérer voir apparaître des agents chimiques ayant une affinité spéciale pour certaines bactéries et qui seraient capables de les détruire dans le sang. Fleming poursuit une étude sur les staphylocoques. Ce que sont les staphylocoques? Ce sont des microbes très répandus. Ils se présentent sous forme de grains ou de grappes. Des individus dangereux qui peuvent être les agents d'infection mortelle. Et alors, on ne peut pas grand-chose contre eux. Il est rare qu'on puisse saisir le moment précis d'une découverte. Nous allons pouvoir le faire ici. Cette découverte eut un témoin.
le professeur Price, jeune collègue de Fleming. Laissons-le parler. J'avais abandonné une étude sur les staphylocoques, que Flem avait reprise en grommelant un peu. C'était dans sa manière. Comme c'était son habitude de garder pendant des semaines dans son laboratoire des cultures microbiennes qu'il examinait toujours soigneusement avant de les éliminer. C'est ce qu'il était en train de faire ce matin-là. Comme cela arrive souvent, même si ces boîtes restent peu de temps ouvertes, une moisissure s'était développée dans l'une d'elles. À partir d'un germe minuscule, d'une semence flottant dans l'air. Fleming constate que les colonies de staphylocoques, ces petits points dont chacun représente des millions d'individus, semblent avoir disparu, s'être diluées autour de la moisissure. Pourquoi cette moisissure a-t-elle fait le vide autour d'elle? C'est peut-être simplement parce qu'elle a rendu le milieu nutritif trop acide au goût des staphylocoques. C'est ce que pense Price. Et si cette moisissure produisait une substance ayant le pouvoir d'attaquer et de détruire les microbes? Cela, c'est ce que pense Fleming. Perhaps. Il ne se contenta pas d'observer, il agit aussitôt. Il préleva un large échantillon de la moisissure qu'il plaça dans le bouillon de culture. Il voulait être sûr de garder cette étrange visiteuse. Un savant doit se servir de tout, même du hasard. Ce hasard-là allait être le point de départ d'une nouvelle ère de la médecine. La moisissure se développe, prolifère. Fleming multiplie les ensemencements dans le bouillon de culture, sur la gélose. Il l'identifie. C'est un champignon, le pénicillium. Fleming nommera pénicilline la mystérieuse substance qu'il produit. Plusieurs espèces de bactéries sont affectées par elle. Là où se trouve la pénicilline, les colonies microbiennes ne peuvent plus se reproduire. Elles sont réduites à néant. Encore faut-il que la pénicilline ne soit pas toxique. Fleming en injecte dans le sang d'un lapin. Elle n'est pas toxique. On pourrait donc l'injecter à l'homme. Pour cela, il faut encore la purifier. Travail de chimiste. 2 jeunes médecins le tentent, avec des moyens sommaires, sans succès. Le hasard veut qu'un de ces médecins, un élève de Fleming, Cradock, souffre à ce moment de sinusite. Belle occasion pour expérimenter la pénicilline, tout imparfaite qu'elle soit, sur un cobaye humain. Il n'est que de convaincre Cradock. Yes. You don't trust penicillin. Of course I do. Well then. Résultat incroyable, 3 heures après lavage des sinus, les microbes ont disparu. La pénicilline a eu raison de la sinusite de Cradock. You returned your microbes? It's unbelievable. Il y a maintenant au moins une 2e personne au monde convaincue de la valeur de la découverte. Il faut en convaincre d'autres, beaucoup d'autres. C'est à ce prix que l'industrie chimique s'intéressera peut-être à la pénicilline, mettra en œuvre les moyens nécessaires pour en faire vraiment un remède. Fleming est membre d'un club pour la recherche médicale. Il annonce une communication. Il la prépare soigneusement. Elle devrait susciter des questions, une discussion, attirer l'attention sur la découverte. Produces in culture a powerful antibacterial substance. The active agent is readily filterable, and the name of penicillin was given to filtrates of broth culture of the mold. It is non-toxic to animals in enormous doses. 20 cc injected intravenously into a rabbit. Substance antibactérienne puissante, Then the same quantity non toxique même à dose considérable, après essai sur des animaux. intraperitoneally Non toxique pour l'homme, après constante irrigation de surfaces infectées, constant n'interférant en rien l'action des globules blancs du sang, man was not accompanied. ayant une action puissante sur de nombreux microbes, parmi les plus dangereux, It is suggested that it may se be présentant comme un puissant antiseptique. for application to or Comment de telles propriétés ne retiendraient-elles pas l'attention d'un auditoire de médecins? It is non-irritant, non-toxic. It does not interfere with leukocytic functions.
experiments in connection with its value in the treatment of bacterial infections are in progress. Des questions vont être posées. Fleming s'apprête à y répondre. Une discussion va s'établir. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas une seule question posée. Il n'y eut pas de questions posées. Pas de discussion. La pénicilline devra attendre 10 ans pour sortir de l'ombre, pour devenir autre chose qu'une découverte de laboratoire. L'histoire, elle, n'attend pas. 1931, évacuation de la Rhénanie. J'ai décrit récemment une substance capable de détruire, même si elle est diluée dans la proportion de 1 pour 800, des bactéries telles que les staphylocoques, les streptocoques et d'autres bactéries infectieuses. 1932, élection en Allemagne. Un nom nouveau, Hitler. Avec la pénicilline, on possède un élément parfaitement non toxique. 1936, guerre civile en Espagne. Penicillin inhibits strongly the growth of most of the gram-positive cocci, some of the gram-negative cocci, and some gram-positive... La pénicilline annihile le développement de nombreux bacilles. Son importance en chimiothérapie est considérable. Le monde est à la veille d'une nouvelle guerre. Ça a été le but de tous les chimiothérapeutes de mettre au point un produit pouvant exercer une action contre les bactéries qui envahissent l'organisme humain. La fureur est prête à se déchaîner. Et voici enfin le tournant pour la pénicilline. L'Institut de pathologie à Oxford l'a choisi pour sujet d'étude. Une équipe de savants, dotée de moyens puissants, va enfin relayer Fleming. 2 hommes, Howard Florey, professeur de pathologie, et Ernst Boris Chen, biochimiste, conduiront ces travaux. Partant des communications de Fleming et d'une souche de pénicillium que celui-ci avait envoyée longtemps auparavant à l'Institut, l'équipe d'Oxford s'attache à ce problème, purifier et stabiliser la pénicilline, faire qu'elle puisse être injectée à l'homme sans danger. L'histoire n'attend pas. 1938, aujourd'hui Munich, demain Prague, Danzig. Mais demain aussi la pénicilline. 1939, la campagne de Pologne. La pénicilline, enfin purifiée, confirme les étonnants résultats qu'avait obtenus Fleming. Elle n'est pas toxique. Elle agit puissamment contre un grand nombre de bactéries infectieuses. La Wehrmacht, 170 divisions, 11 divisions cuirassées, une des plus puissantes armées qu'on ait jamais réunies. Mais une unité de pénicilline pouvant anéantir 2 500 000 streptocoques dans 1 cm3, une des plus belles armes dont ait jamais disposé la science. Avril 1940, la Norvège. Une course paraît engagée entre une puissance de destruction et un élément de progrès. Mai 1940, Maastricht, Liège, Namur, Dunkerque. Pour la pénicilline, une étape capitale. Des groupes de souris ont été infectés à dose massive par des microbes particulièrement virulents. Les unes sont laissées sans soin, les autres reçoivent toutes les 3 heures une injection de pénicilline. Next at 9 o'clock, just in time for the news. Le combat obscur qui se déroule dans ces minuscules organismes
a peut-être, aux yeux de la nature, la même importance que la lutte entre des milliers d'hommes à 400 km de là. La même importance ou aussi peu d'importance. Au regard de l'avenir, le combat de la pénicilline n'est-il pas à ce moment le plus important? Là-bas, on compte par avion abattu, par nombre d'hommes mis hors de combat. Ici, quelques souris blanches vont donner une réponse essentielle. It was officially announced that by 10 o'clock tonight, Good morning. 105 Hello, good morning. raiders were known to have been destroyed by our fighters and anti-aircraft gunners. I can't listen to the news these days. No, they're doing their best. What about our mice? Come and see. La pénicilline a gagné. Toutes les souris auxquelles elle a été injectée sont sauves. Elle est bien le remède miracle que Fleming avait entrevu. Il faut maintenant la produire en quantité suffisante. 1940, la France est occupée. Londres et l'Angleterre sont bombardés jour et nuit. La guerre dévore des milliers de vies, mais quelques hommes s'interrogent pour une seule de ces vies humaines. À l'hôpital d'Oxford, un policeman a été admis. Septicémie. L'analyse du sang dénonce des staphylocoques en profusion. Les sulfamides ont été inopérants. L'homme est condamné. A-t-on le droit d'administrer pour la première fois la pénicilline? Si jamais un cas a paru se prêter à cet essai, c'est bien celui-là. Cet essai, on va le faire. Une course commence entre la pénicilline et la mort. Des injections sont faites toutes les 3 heures. La pénicilline paraît l'emporter. Elle l'emporte. La fièvre baisse. Mais il faut beaucoup de pénicilline. Le stock est épuisé. Le laboratoire travaille aussi vite qu'il peut. Pas assez vite. Faute de quelques centigrammes, la pénicilline perdra ce premier match. La Grande-Bretagne vit sous les bombes. Florey s'envole vers les USA. C'est l'Amérique qui mettra en route la production industrielle de la pénicilline. Un remède est né, prêt pour défendre la vie. À côté de la loi de sang et de mort, il représente la loi de paix, de travail et de salut dont parlait Pasteur. La pénicilline ouvre la voie à la médication par les antibiotiques. Elle est une étape capitale de la lutte de l'homme contre les microbes. Le nom de Sir Alexander Fleming est connu dans le monde entier. Lui continue le travail de toute sa vie. Il le continue jusqu'à la limite de cette vie. Ce travail-là n'a pas de fin. La silhouette de Fleming a disparu, mais d'autres hommes ont déjà pris la relève. Des hommes qui ont choisi de préparer leur esprit pour que s'inscrive, pour un d'entre eux, une de ces minutes qui changent le monde.